Dans le chapitre 5, Freud étudie le symptôme hystérique rapidement pour dire que nous pouvons constater que le symptôme hystérique, l'hystérie de conversion, ne présente aucun élément d'angoisse. Pour faire ensuite une étude formidable, remarquable de la névrose obsessionnelle. Et c'est dans ces contextes d'étude du symptôme obsessionnel que Freud reprend la remarque qu'il a fait 2 chapitres auparavant concernant l'identification aux symptômes. Il dit que la formation du symptôme triomphe lorsque l'interdiction parvient à être amalgamée à la satisfaction. Que là, dans le symptôme obsessionnel, il y a un taux de force remarquable, dans la mesure où l'obsessionnel peut tirer une grande satisfaction de son symptôme. Dans la mesure où le symptôme est au service de la fonction du moi. Alors, le chapitre 6, il est consacré à l'examen des 2 méconnaissances à l'œuvre par le moi, comme étant de défense obsessionnelle relevant de processus de pensée. Freud étudie alors l'annulation rétroactive et l'isolation, qui sont 2 mécanismes à l'œuvre chez les obsessionnels. À la fin de ce chapitre, Freud conclut que dans les 3 névroses, phobie, hystérie et névrose obsessionnelle, la formation des symptômes est la conséquence face à l'angoisse de castration, laquelle conduit le moi à se dresser contre le processus pulsionnel. Et on constate que dans ce chapitre, Freud introduit une question très importante, sous la modalité d'une question. C'est ça, ce texte fait des avancées et en même temps de reprises et en même temps d'un questionnement qui reste ouvert. Par exemple, celui-ci. Est-il établi que l'angoisse de castration soit l'unique moteur du refoulement ou de la défense? Si l'on pense aux névroses des femmes, il faut mettre en doute ce point. Il est toujours chiffonné par la féminité. Oui. Car si l'on constate avec certitude l'existence du complexe de castration chez elle, on ne saurait cependant parler d'une angoisse de castration dans le cas où la castration a déjà été accomplie. Et donc, plus loin, dans les conférences sur la féminité, Freud fera valoir que c'est l'angoisse de perte de l'amour qui, chez les femmes, se substitue à l'angoisse de la perte de l'organe chez l'homme. Dans le chapitre 7, retour vers les phobies, Hans et l'homonie. Il a passé de la phobie à la névrose obsessionnelle et maintenant de la névrose obsessionnelle, revenons à la phobie. Ici, Freud veut établir de façon explicite, je cite, la relation de la formation des symptômes et l'angoisse. Le moi face au danger de castration donne le signal d'angoisse et inhibe au moyen de l'instance plaisir de plaisir le processus pulsionnel menaçant dans le sein. L'angoisse de castration reçoit un autre objet dans la phobie et une expression déformée, être mordu par le cheval ou dévoré par le loup, au lieu d'être châtré par le père. Ce qui comporte le remplacement d'un danger pulsionnel intérieur par un danger perceptif extérieur, face auquel on peut se défendre par la fuite ou par l'inhibition. Freud tire ici une leçon de la phobie et l'applique aux symptômes obsessionnels. Chez l'obsessionnel, on ne trouve pas un animal qui vient se substituer au père. Mais chez l'obsessionnel, se livre un combat
avec un substitut du père qui n'est rien d'autre que le surmoi. Le moteur, dit Freud, de toute formation de symptômes ultérieurs dans la névrose obsessionnelle est manifestement l'angoisse du moi devant le surmoi. Ici, chez l'obsessionnel, l'angoisse de castration par le père s'est transformée en angoisse sociale ou angoisse morale indéterminée. Dans le chapitre 8, nous trouvons le cœur de l'argumentation de la théorie rénovée de l'angoisse au moyen de l'étude clinique des formations de symptômes, phobie, hystérie et névrose obsessionnelle notamment. Freud y corrèle ici l'angoisse de castration à la situation de détresse primitive, l'Hilflosigkeit, comme étant au cœur de sa reformulation de la théorie de l'angoisse. Donc, Freud se reprend et avance pas à pas. Premier point. L'angoisse est un affect. Affect qui a un caractère de déplaisir évident. Deuxièmement, à partir de là, il critique la théorie du traumatisme de naissance. Pour admettre qu'il y a bien une angoisse du nouveau-né, mais que cette angoisse du nouveau-né est corrélée à une situation de danger. Quel est le danger? C'est, dit-il, l'accroissement de la tension du besoin, en face de laquelle le nouveau-né est impuissant. Et cet accroissement de la tension douloureuse du besoin est vécu comme un danger par le bébé. Ensuite, comme on le sait très bien, Freud a déjà développé très tôt dans l'Entwurf la fonction de la mère à ce moment de la vie. C'est la mère qui apporte une réponse qui conduit à la première expérience de satisfaction. Une fois que le bébé a fait cette expérience, le danger se déplace de la situation économique d'accroissement de tension due au besoin vers le danger de la perte de l'objet maternel. En conséquence, la perte de l'objet est une condition déterminante de l'angoisse. La perte de l'objet au cœur de cette détresse primitive de l'Hilflosigkeit. Et par la suite, au cours de la phase phallique, l'angoisse de castration se rend équivalente à l'angoisse de la perte de l'objet. C'est-à-dire que l'angoisse de la perte de l'objet génital, d'après Freud, se noue à cette angoisse primitive de la perte de l'objet maternel. Et ensuite, au cours de la période de latence, la perte de l'objet prend la forme de la perte de l'amour du surmoi, pour engendrer ce que Freud appelle l'angoisse de mort. Dans le chapitre 9, Freud articule d'une façon plus précise formation de symptômes et angoisse. Il fait finalement une sorte de capitonnage de ce qu'il a développé auparavant, en disant que le développement d'angoisse induit la formation de symptômes et même la présuppose nécessairement. Et ce chapitre se termine par une série de questions où il se demande d'où vient le privilège dont semble bénéficier l'affect d'angoisse sur tous les autres affects, d'où vient la névrose, quelle est sa cause ultime et spécifique,
Et il finit par se dire que finalement, ce sont des questions, malgré toutes ces années de recherche, il n'est pas pour l'instant donné une réponse convaincante. Le chapitre 10 est consacré, une fois qu'il a développé sa théorie de l'angoisse, en passant par les symptômes phobiques, hystériques ou obsessionnels. Le chapitre 10 est fondamentalement une étude qui permet à Freud facilement de réfuter les thèses de Rank. On arrive aux 3 addenda. Dans la partie A, Freud la consacre à une révision des modifications apportées aux questions qu'il a développées déjà dans son œuvre concernant la résistance et les contre-investissements, et aussi une reprise de la problématique du refoulement et de la défense. L'addenda B est très importante parce que dans cette partie du texte, Freud dit très clairement que l'angoisse est toujours angoisse de quelque chose et qu'elle a comme caractère inhérent une sorte d'indétermination, c'est-à-dire l'attente de quelque chose qui va arriver, et l'absence d'objet. C'est là-dessus que Lacan va reformuler précisément la théorie de l'angoisse en disant que l'angoisse n'est pas sans objet. Freud dit aussi dans cette partie du texte que la revendication pulsionnelle, c'est quelque chose de réel et que l'angoisse névrotique dispose d'un fondement réel. Il me semble que ce point sera aussi développé par Lacan dans le séminaire 10, en essayant de donner réponse à ce réel de la pulsion, par le biais de la formulation de la théorie de l'objet petit a. L'addenda C, c'est un complément d'analyse consacré à une trilogie, angoisse, douleur et deuil. Et nous savons que Lacan reprendra aussi ces questions dans le séminaire 10, parce que dans ce séminaire, il y a une étude faite par Lacan autour du deuil et de mélancolie. Et bon, alors, on m'avait dit que je devais parler 25 minutes. J'ai présenté le texte en 25 minutes, pile. Mais c'était absolument fantastique. On n'a pas le temps pour développer ensuite, mais je pense que vous avez vraiment pu synthétiser ce texte qui est d'une difficulté, qui est tellement ardue. Là, pour quelqu'un qui n'aurait pas encore lu, s'il pouvait reprendre, on va trouver ça sur Internet, votre synthèse, ce serait vraiment la meilleure voie pour l'entrée dans ce texte. Ensuite, je vous suggère vraiment de persévérer et de reprendre le texte de Freud dans toute cette torture, comme vous l'avez bien montré, là, qu'il se bat contre lui-même, où il cherche un style et il cherche à préciser les concepts. Il tresse 3 fils en permanence, c'est comme une tresse. Oui. Une émission, symptômes et angoisse, il les tresse, et on voit bien qu'il prend trois névroses, 3 fils, et il essaie de tresser ces 3 fils dans les 3 névroses. C'est très joli, c'est comme un canevas. Et puis il y a un autre 3 fils qui est aussi angoisse, pulsion sexuelle et pulsion agressive, oui, qui ensuite se noue avec cette question de l'inhibition et du symptôme. Et sur le fond d'un autre tressage, le moi, le ça et le surmoi. Oui. Bon, j'aurais déjà des questions, mais je vais la retenir. On va entendre Odile Fagan et puis ensuite on reprend. J'ai déjà présenté.